Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'Agora du Sommet de l'Élevage pour ce cycle de conférences organisé par GRDF ce matin. Et nous allons poursuivre notre matinée avec un pitch d'un projet. On a parlé ce matin, si vous étiez déjà là, des appels à projets qui sont lancés régulièrement par GRDF autour de problématiques très précises. Et nous allons maintenant découvrir le lauréat de l'un de ces appels à projets. C'est un appel à projet qui a été lancé en 2002 et qui s'intitulait 2022, et qui s'intitulait Réduire sa dépendance énergétique. Alors, ce projet, vous allez le voir, il a été développé par une entreprise qui s'appelle CH4 Process. C'est une société d'ingénierie qui existe depuis 2015 et qui est spécialisée dans les métiers du traitement, de la valorisation des gaz complexes. Alors elle a plusieurs activités, mais la principale, c'est l'assistance technique à l'exploitation. Donc ça veut dire qu'elle intervient sur les sites à travers des études, des audits. Elle fournit des outils spécifiques à l'activité biogaz et puis elle peut aussi réaliser des travaux d'optimisation. Et l'autre activité importante de CH4 Process, c'est la fabrication de machines spéciales, des machines sur mesure et conformes à la réglementation. Et là, on parle en particulier des skids de traitement et de compression du gaz. Alors le projet qui a été développé par CH4 Process et qui a été donc récompensé par un appel à projet GRDF s'appelle Deepnoy Biogaz. Et je précise que c'est un projet qui s'adresse aux installations de méthanisation en épuration. Alors pour vous expliquer ce beau projet, j'ai à mes côtés Emiliano Rispoli, qui est responsable commercial chez CH4 Process. Bonjour Emiliano. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et vous allez donc nous présenter Deepnoy Biogaz. CH4 Process, parmi les activités de CH4 Process, depuis 2017, nous on est pionniers dans la, vous m'entendez bien ? Oui, dans la prestation de détection de fuite de méthane et dans la mise en place de bonnes pratiques vis-à-vis du stockage digesta pour éviter les rejets de méthane et sur les sorties off-gaz des épurateurs. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que rentre ce projet, c'est-à-dire que nos équipes ont constaté depuis des années que les rejets au stockage digesta de CH4 étaient significatifs. Donc d'un certain côté, il fallait donc éviter ça, ou en tout cas nous on préconise ça. Et puis d'un autre côté, l'augmentation du coût des prix de l'énergie qui s'est vérifiée l'an dernier, avec toutes les incertitudes qui viennent avec, ça fait que c'est un panorama incertain sur lequel on est un petit peu tous, on doit tous s'y habituer. Bon, après, donc, fort de notre expérience, nous avons pensé à une solution qui permet à la fois de répondre aux enjeux énergétiques et aux attentes environnementales. Donc du coup, je vais dérouler ça. Alors, le schéma classique ici que vous voyez à l'écran, vous voyez le petit laser, consiste essentiellement dans une épuration classique, c'est-à-dire le biogaz qui part en épuration biométhane et l'utilisation d'une chaudière avec ce biogaz pour les demandes en thermie de l'installation biogaz et le stockage digesta qui est couvert mais non étanche. Voilà. La solution classique serait d'utiliser une cogénération dont l'objectif serait donc de couvrir les besoins en thermie du site. Mais ils iraient prendre le biogaz directement dans le ciel gazeux des digesteurs, donc prenant un biogaz qui ne sera donc plus valorisé en épuration. Par contre, la solution que nous proposons, donc si l'approche classique serait de rajouter la cogénération qui aurait pioché le biogaz avant épuration, et la solution du Deepnoy Biogaz repose sur l'utilisation d'une couverture dynamique
un gazomètre dynamique au niveau du stockage digestat, donc quelque chose qui ressemble énormément au gazomètre que vous retrouvez dans le digesteur. Pourquoi faire? Pour stocker un mélange de gaz qui est constitué essentiellement de la récupération des recycles de l'épuration, les off-gaz et donc aussi la récupération du biogaz résiduel se trouvant dans le stockage digestat. Donc en quelque sorte, c'est d'aller piocher, d'aller chercher une énergie, une source d'énergie qui n'est pas aujourd'hui, disons, exploitée dans le cadre d'un site de méthanisation en épuration. On va aller prendre cette énergie-là et on va l'utiliser pour, comme un biogaz que nous appelons gaz pauvre. Pourquoi gaz pauvre? Parce que son contenu de méthane est inférieur aux 5% habituel du biogaz habituel, pour alimenter une cogénération gaz pauvre qui à son tour, c'est une cogénération gaz pauvre, c'est celle qu'on retrouve habituellement dans les décharges. Celle-ci va aller couvrir les besoins en énergie électrique et thermique du site. Le résultat est qu'on n'utilisera plus, donc bien sûr, de biogaz pour la chaudière, c'est-à-dire que la cogénération gaz pauvre sera suffisante pour la demande de production thermique et pour la production d'énergie électrique. Eh bien, logiquement, nous n'utiliserons pas du biogaz, on va dire, noble, si je puis dire ce terme, parce que la totalité de ce biogaz partira en épuration et au contraire, n'utiliserons que le gaz produit dans notre gazomètre dynamique en gaz pauvre. Voilà, ça c'est pour le gros du projet. Maintenant, il y a plusieurs avantages dans ce projet. On a une réduction des consommations électriques sur l'épuration. Pourquoi? Eh bien, nous, en récupérant les anciens recycles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la charge, les flux, au niveau du compresseur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le compresseur aura moins de demande de gaz en boucle, de gaz qui part en canard, comme on dit. Et donc, du coup, on rebaissera de 20 à 30% les consommations du compresseur. En plus, nous utiliserons, comme on a dit, la production d'énergie électrique et thermique pour les besoins du site et éventuellement, ça ouvre la porte à la vente des potentiels excédents d'énergie électrique quand l'installation ne demande pas l'énergie. Et évidemment, c'est des technologies matures et maîtrisées. Pourquoi finalement c'est un système de gestion de flux de gaz. C'est un gazomètre dynamique comme celui qui est connu dans les digesteurs actuels. Et c'est un moteur cogénération qui est des plus connus depuis des dizaines d'années sur les installations méta et sur les décharges. Enfin, la possibilité de réguler, donc ça donne on va dire une possibilité supplémentaire aux installations de pouvoir gérer en fonction des besoins des leurs et du marché. Donc ça ouvre une porte très, très intéressante au niveau disons, du marché par rapport à la possibilité de vendre ou du gaz ou de l'énergie électrique. Parce qu'on sait que le gaz peut en été avoir, on va dire, les stockages être très pleins, donc être intéressé plutôt à vendre de l'énergie, ça ouvre la porte à cette possibilité dans un même site. Voilà. Ça, c'est en quelques lignes, voilà, le gros du projet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question à poser sur le projet qui vient de vous être présenté par Emiliano? C'est assez technique, donc peut-être qu'il va y avoir des questions. Vas-y, Benoît. Oui, Emiliano, on se posait la question, là, il y a des méta, le modèle n'existe pas beaucoup, mais avec des cuves d'hydrolyse, où on sait qu'il y a plutôt pas mal de CO2 qui est émis. Et c'est quoi pour un moteur de cogénération? Vraiment, ça va leur limite en teneur en méthane pour bien fonctionner et essayer de valoriser du coup tous les off-gaz.
En fait, nous, on a justement choisi un moteur qui va travailler avec 35% de méthane. C'est-à-dire, et l'idée de base du système justement de régulation de flux de notre Deepnoy, c'est de garantir qu'à l'intérieur de ce gazomètre dynamique qu'on voit en orange, de garder toujours mes 35%. C'est pour ça que je vais utiliser de temps en temps, je vais aller effectivement piquer un peu de biogaz, du biogaz noble, si du coup j'en ai besoin pour remonter mon niveau de méthane dans mon gazonnette dynamique. Donc voilà, donc en fait à la base le moteur a été pensé pour ce genre d'application à 35%. Merci. Est-ce qu'on a une autre question sur le projet Deepnoy Biogaz? Alors moi, j'en ai juste une. C'est à quel stade est ce projet? Est-ce qu'il est déployé? Est-ce qu'il est encore au stade de test? Il va être déployé dans une installation très prochainement, qui est prévue justement dans le cadre de cet appel à projet de GRDF. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Emiliano pour cette présentation. Donc, de la société CH4 Process. Voilà, vous pouvez poser le micro par ici, c'est très bien. Et donc de leur projet Deepnoy, donc lauréat d'un appel à projet GRDF de 2022. Merci beaucoup. On va clôturer donc notre matinée de conférence avec une intervention de BioValo. On va s'intéresser ici au suivi biologique de la méthanisation et à l'aide à l'exploitation. Alors, c'est des sujets qui sont très importants et qui suscitent de nombreuses questions chez les exploitants d'unités. Et justement, l'idée de cette conférence, c'est de vous aider à y voir plus clair, de venir vous apporter des réponses concrètes grâce à deux experts que je vais accueillir tout de suite sur la scène. Benoît Chézot, directeur des opérations de BioValo, et Maxime Reynaud, responsable du suivi biologique chez BioValo également. Et normalement, oui. Ça fonctionne quand vous... C'est bon vous voulez pas vous mettre un petit peu plus au centre? Voilà, le temps qu'on s'installe. Merci à tous les deux d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer, Benoît Chézot, je vais vous laisser nous présenter BioValo. Il n'y a pas de micro parce qu'il est là. Bonjour à tous. Vous parlez très fort. C'est vrai? Non. J'ai pas l'habitude. Du coup, merci d'être présent. C'est forcément la présentation que vous attendiez ce matin parce que suite à celle-ci, ça sera l'heure de l'apéritif pour pas mal d'entre vous. Donc ça va bien se passer. Non, pas trop. Tranquille. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ils ont moins de 18 ans, pardon. Ah, c'est vrai? D'accord. Du coup, BioValo, on a un bureau d'études qui intervient. On est à Rion, donc on est les domiciliés de l'étape, entre guillemets. On a différents secteurs d'activité. La première, ça va être une partie études assez classique, où en fait, on va accompagner tous les porteurs de projets vraiment dès lors qu'ils ont une idée de développer un projet de méthanisation. On va les accompagner également en partie et en phase exploitation, donc c'est ce qu'on va vous présenter à présent, avec Maxime qui est responsable du suivi biologique et de l'aide à l'exploitation, où donc l'idée en fait, ça va être, pour parler de manière assez simple, ça va être de prendre soin et de suivre la bonne santé du méthaniseur pour optimiser son fonctionnement. On a une activité historique également de plateforme technique. En fait, il faut savoir que le créateur de la boîte, donc Pierre Fontanil, vient de l'université Clermont-Auvergne. Donc, il a vraiment, eu un fort intérêt à développer tout ce qui est recherche et développement concernant la société. Donc, on a plusieurs projets. On a un laboratoire interne et tout au long de l'année, on a des projets européens notamment ou des projets avec des partenaires pour développer des bris de process par rapport à la méthanisation, mais aussi sur d'autres sujets, notamment sur la thématique hydrogène qui est très en vogue actuellement dans le mix énergétique. Et enfin, on a une activité qu'on s'attache à garder, c'est la partie formation,
qui n'est pas vraiment notre gros cœur d'activité, mais on organise annuellement 2 événements. C'est des semaines de formation pour les exploitants, pour qu'ils acquièrent les premiers réflexes pour mener à bien leur exploitation d'unités de méthanisation. Donc là, on va parler de suivi biologique aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, vous pouvez peut-être nous donner une définition du suivi biologique ? Alors oui, donc pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce qu'on veut dire par suivi biologique ? Donc en fait, ça va être le suivi des paramètres biologiques et physico-chimiques qu'on va retrouver au niveau de l'unité de méthanisation, qui vont nous permettre de surveiller en fait que le procédé biologique se déroule correctement. Et in fine, on va aussi pouvoir optimiser en fait notre production de biogaz grâce à l'interprétation de ces paramètres. Donc, je vous présente un peu le cheminement qu'on réalise avec les exploitants. Donc, en fait, on va réaliser des analyses des différents paramètres. Ça a tout bougé. Donc, en fait, on va analyser les paramètres du biogaz, les paramètres du digestat. On va interpréter ces résultats. Et suite à cette interprétation, en fait, on va mettre en place des actions correctives ou préventives où on va garder, si ça se passe très bien, on va garder exactement la même logique que l'exploitant faisait. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait de bien, et pourquoi, et du coup le conserver. Pour les exploitants, généralement, le suivi biologique passe un peu en second plan dans l'unité de méthanisation. Parce que quand on leur livre leur unité, c'est une grosse machine avec beaucoup d'équipements, beaucoup de technologies. Et généralement, on se concentre beaucoup plus sur la maintenance de cet équipement pour qu'il fonctionne tout au long de l'année. Mais il ne faut pas oublier que l'outil de production, finalement, c'est les microbes. Donc, il faut en prendre soin. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, il y a des analyses qui doivent être faites. Quelles analyses est-ce qu'on fait et à quelle fréquence ? Nous, les analyses qu'on préconise, c'est tout d'abord des analyses. Il y a différents fluides à analyser. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le digestat. Donc, c'est vraiment le mix qu'il va y avoir au sein des cuves. Et le digestat, il y a des constantes biologiques importantes qui, dès lors qu'on les suit, qu'on les analyse, ça va nous donner des indices sur la santé du digesteur. Nous, ce qu'on préconise, notre modèle de suivi et celui qu'on vend, c'est celui d'analyser 1 à 2 fois par mois le digestat. Donc soit du monodigesteur s'il n'y a qu'une cuve, soit du digesteur primaire et du post-digesteur s'il y a 2 cuves, voire plus. Les éléments vraiment importants, les paramètres, ça va être des paramètres tels que le pH, le Fostak. Donc le paramètre Fostak, en fait, ça veut dire acide gras volatile et alcalinité. Et en fait, ça va nous donner une idée sur le fait que la méta a trop ou pas assez à manger. Donc de manière simple, on peut très bien se dire, voilà, là l'agriculteur, il en met trop dans la cuve, il faut se calmer, c'est un peu comme vous à Noël, si vous mangez trop, en général, faut tenir jusqu'au 1er janvier, c'est assez compliqué, le foie, il en a marre. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ions ammonium, la conductivité, la matière sèche et la matière organique. Matière sèche, matière organique, en fait, ça va nous donner un indice sur le fait qu'on va trop épaissir ou pas assez épaissir notre cuve. Il faut savoir que les cuves, en général, en France, c'est le modèle des ce qu'on appelle les unités de méthanisation voie liquide infiniment mélangée. Donc en fait, c'est une cuve. À l'intérieur, il y a le fluide, le digestat, qui est pâteux liquide. Donc qui va être un mélange qui va pouvoir être mixé. Si en fait, on devient trop épais dans la cuve, les agitateurs en place ne vont plus réussir à agiter la cuve correctement et dès lors, on va avoir des problèmes. Donc ça, on préconise sur le digestat de faire des analyses 1 à 2 fois par mois, au minimum. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est parti qui nous intéresse le plus, finalement, le biogaz, parce que c'est à partir du biogaz qu'on va réussir à faire une revente, et donc c'est le modèle économique tient là-dessus. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment tous les jours que l'exploitant suive la qualité biogaz des cuves sur les différentes cuves produites. Il y a également ce qui est important, c'est qu'il y a un biogaz, il faut savoir qu'il faut le purifier, notamment sur l'aspect H2S, et donc de manière assez rapide, en surveillant ce qu'on appelle la qualité gaz en entrée et en sortie des charbons actifs. En fait, les charbons actifs, c'est une bride process qui est ajoutée en sortie de méta pour abaisser le taux d'H2S. L'H2S,
il va avoir deux effets néfastes. Le premier, c'est le plus important quand même, c'est la santé humaine. Si, entre guillemets, vous sniffez de l'H2S à trop haute concentration, ça va vraiment pas être bon et ça peut être même mortel. Et après, sur les différentes breed process au niveau des épurations, si on a une concentration en H2S trop importante, ça va abîmer de manière assez rapide le matériel. Donc en fait, on rajoute des charbons actifs au niveau de la sortie biogaz pour complexer l'H2S, et ce qui permet en fait d'avoir une qualité gaz plus pauvre en H2S. Donc ça, il faut le suivre de manière quotidienne. Et enfin, ce qu'on préconise aussi, là ça a un peu écrasé, mais peu importe, c'est que typiquement, une unité de méthanisation, il faut la nourrir quotidiennement. Il faut appliquer ce qu'on appelle une recette pour obtenir la production souhaitée de l'outil. Et cette recette, il faut la surveiller. Et typiquement, ce qu'on préconise, c'est que dès lors qu'il y a un nouvel intrant qui entre sur une unité de méthanisation, que ce soit un effluent d'élevage, un ensilage ou des intrants un peu plus exotiques pour certaines typicités d'unités de méthanisation, c'est de faire à minima une matière sèche et une matière organique. Aujourd'hui, il existe tout un tas d'ABAC, pour être honnête, sur Internet, qui permettent de se rendre compte du potentiel de production de l'unité en utilisant ces types d'intrants. Et dès lors qu'on travaille avec des choses un peu plus exotiques, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire un petit BMP. Donc, un BMP, c'est ce qu'on appelle un potentiel méthanogène de la matière, qui va nous permettre d'imaginer quelle valorisation on va pouvoir faire en utilisant cet intrant en méta. Donc ça, c'est donc tout ce que vous préconisez de faire pour éviter... D'ailleurs, ce que j'ai oublié, excusez-moi, c'est que là, c'est vraiment les paramètres clés pour le suivi, l'optimisation de l'outil, pour surveiller la bonne santé de la méta. Mais il ne faut pas oublier, et nous, il y a des exploitants qui nous appellent et qui font appel à nos compétences à ce stade-là, c'est qu'il y a des analyses réglementaires obligatoires sur le digesta. Et donc, en général, ils nous appellent dès lors qu'il y a un contrôleur des services d'État qui leur dit attention, vous n'avez pas fait de contrôle de l'innocuité du digesta. Typiquement, l'innocuité du digesta, c'est quoi? Il faut savoir que le digesta, une fois qu'il est dans la cuve, il va sortir de cette cuve. On doit l'épandre au champ. Et vérifier son innocuité, c'est de faire un contrôle bactériologique. Donc, c'est les salmonelles et les E. coli. En fait, l'idée, c'est de ne pas salir nos champs et de retourner un digesta à forte teneur en salmonelle et en E. coli. Donc ça, c'est une analyse obligatoire. Et il y a aussi des analyses qui sont obligatoires concernant tout ce qui est éléments traces métalliques, composés traces organiques. Donc c'est très scientifique. Mais l'idée, c'est de se dire que dès lors qu'on va mettre un digesta au sol, on vérifie s'il ne va pas y avoir de pollution due au fait qu'on le met au champ. Donc effectivement, ça c'est vos recommandations en termes d'analyse à faire et au niveau de la fréquence, mais de temps en temps il peut y avoir des problèmes, des petits dysfonctionnements au niveau du méthaniseur. Quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, donc on va vous présenter les deux grosses problématiques sur le procédé biologique qu'on peut retrouver en méta. Donc la première grosse problématique, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'acidose. On la retrouve aussi chez les bovins. Donc l'acidose, c'est quoi? Ça va être l'acidification en fait, du digesta qui va en fait inhiber l'activité de certains micro-organismes qui ont en fait réalisé la dernière étape du procédé qui est la méthanogénèse. Donc juste pour vous recontextualiser, pourquoi je dis dernière étape, c'est parce que le procédé biologique, grosso modo, c'est 4 grosses étapes réalisées par 4 groupes de micro-organismes différents qui ont leurs propres conditions de fonctionnement en pH, en température. Et du coup, en fait, on va venir inhiber la dernière étape qui est du coup en fait l'étape la plus importante parce qu'on vient inhiber la molécule d'intérêt qu'on veut valoriser. Donc, comment en fait on repère cette acidose, parce que c'est vraiment le plus important, il faut la repérer pour la résoudre le plus rapidement possible et perdre le moins d'argent possible. En fait, on va avoir une grosse baisse de la qualité du gaz en CH4. Donc, généralement, le CH4 va être en dessous de 50% et le CO2 va être, lui, supérieur à 50%. C'est vraiment ça, c'est le paramètre juge de paix. Si vous avez le CO2 qui est supérieur au CH4, vous êtes en acidose, c'est classique. Voilà. Cette chute de qualité en CH4 s'accompagne d'une baisse de production de biogaz. Forcément, comme on inhibe la dernière étape,
eh ben, on ne va plus produire autant de biogaz qu'avant et donc notre production va chuter. Et d'où en fait la perte économique due à ce problème. Au niveau du digestat, comment ça se repère? Donc comme c'est une acidification, on va avoir le pH qui diminue. Et on va surtout en fait le voir grâce au ratio Fostak, donc Benoît en parlait tout à l'heure. Ce ratio permet de nous dire si le méthaniseur mange trop ou pas assez. Donc en fait, lors d'une acidose, le ratio Fostak va énormément augmenter. Donc on va être supérieur à un taux de 0,4-0,5, ça dépend des méta. Et on va surtout voir une augmentation du FOS, donc une augmentation des AGV, acides gras volatiles, et une baisse du TAC, donc le pouvoir tampon de la cuve. Voilà. Et je ne sais plus si je l'ai mis, peut-être sur le profil des AGV, si certains font des analyses de profil d'AGV, surtout ce qu'on va avoir, c'est une grosse concentration en acide acétique. Donc l'acide acétique, c'est le vinaigre, grosso modo. Qui va être du coup surreprésenté dans le digestat et c'est ce qui cause en fait réellement l'inhibition des micro-organismes. Donc maintenant, une fois que j'ai identifié que j'avais une acidose, il faut que je sache pourquoi je l'ai eu pour ensuite la résoudre. D'accord ? Donc généralement, la cause de l'acidose, c'est la surcharge organique. Donc en fait, on a mis une recette qui était trop riche pour les micro-organismes en matière organique. Donc en fait, les micro-organismes ont trop à manger, tout simplement. On va avoir aussi généralement l'incorporation d'un nouvel intrant. Donc ça arrive souvent. Les exploitants en fait, vont avoir des intrants qu'on dit un peu spot, qui vont arriver sur leur unité de méthanisation par opportunité. En fonction de la charge organique de l'intrant, donc du coup de sa quantité en matière organique. Et si on en met trop d'un coup, et ben forcément, en fait, on tombe en surcharge organique et on tombe en acidose. Quelque chose aussi qu'on peut voir assez souvent, c'est un jour, en fait, on va avoir un problème d'alimentation, un problème de trémie. Donc, je dis un exemple, habituellement, on va alimenter 30 tonnes dans le digesteur. Problème de trémie, on n'alimente que 15 tonnes. Et ben, l'exploitant va se dire demain je vais rattraper ma recette que j'ai perdue pour en fait rattraper la production que j'ai perdue et du coup le lendemain il va passer à 45 tonnes par exemple, donc on fait 30, 15, 45, d'accord. Cette grosse variation de quantité d'alimentation en fait c'est vraiment pas bon pour les micro-organismes parce qu'ils sont vraiment pas habitués à ces changements là et du coup en fait on va créer une surcharge organique encore une fois et tomber en acidose. Ça se voit assez souvent, notamment chez les débutants méthaniseurs. Les premières années, ça arrive. Et enfin, une dernière problématique qu'on retrouve sur toutes les unités, ça va être la gestion des transitions de silos. Donc en méthanisation, les intrants sont stockés en silos, donc les ensilages, etc. Généralement, pour des soucis de logistique, on va avoir tendance à faire des transitions très rapides entre les silos, par exemple sec 2022 et sec 2023. Sauf que ces transitions de silos, même si c'est le même intrant, c'est pas exactement la même matière. Et donc en fait, les micro-organismes sont vraiment pas habitués à dégrader cette matière-là. Et du coup, vous allez tomber en surcharge organique, en acidose. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces petites erreurs que l'exploitant peut faire qui vont causer l'acidose et qu'il faut repérer en fait le plus vite possible, pour ensuite savoir comment résoudre cette acidose. Donc, comment on résout cette acidose? La première étape, c'est vous n'avez pas le choix. Il faut soit diminuer l'alimentation, soit l'arrêter. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la surcharge organique provoque l'acidose. Pour éviter cette surcharge organique, en fait, il faut qu'on arrête d'amener de la matière organique. Il faut qu'on laisse du temps en fait, aux micro-organismes de dégrader la matière. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est en fait apporter des micro-organismes qu'on dit frais ou en fait non stressés. Donc généralement, c'est les exploitants qui ont des intrants comme du lisier, du fumier. L'idée, c'est en fait, c'est d'en incorporer pour amener des micro-organismes non stressés qui vont en fait aider à dégrader la matière. On va aussi avoir tout le système de recirculation entre cuves, si vous avez plusieurs cuves. Donc qui vont nous permettre en fait, de diluer tout ce qui est surcharge organique et de ramener un peu de micro-organismes non stressés également. Et enfin, le seul truc qu'on peut faire, en fait, c'est attendre, malheureusement, c'est avoir de la patience. Ça, c'est compliqué pour les exploitants de l'accepter, mais il n'y a pas le choix. En fait, il faut attendre jusqu'à ce que notre CH4 soit supérieur au CO2, tout simplement. Et si tout ça, ça ne marche pas, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est
tout enlever et repartir de zéro. Donc en fait, on fait un réensemencement de cuve. Donc on va aller chercher du digestat du voisin et on va enlever le nôtre et mettre le sien à sa place et pour repartir en fait de zéro. Et donc tout ça, en fait, ça a des grosses conséquences économiques pour l'exploitant. Donc ça, c'était l'acidose. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre problème qui s'appelle l'alcalose. C'est Tout ça ? à fait. Donc l'alcalose, c'est vraiment, on va dire, un problème un peu moindre, étant donné qu'elle a une conséquence moins grave sur la durée, mais on va dire que c'est peut-être la plus sournoise parce que c'est la plus dure à vérifier. Donc qu'est-ce qu'est l'alcalose? En fait, c'est que cette fois-ci, on va avoir dans le digestat une accumulation d'ammoniac. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans les paramètres qu'on souhaite suivre dès lors qu'on fait des analyses du digestat, il y avait les ions ammonium. Et en fait, c'est ce paramètre qui en suivi va nous permettre de dire qu'on a une concentration trop importante dans le digestat, donc que potentiellement on va être dans des conditions qui vont favoriser une alcalose, ce qui n'est pas du coup recherché. Donc les symptômes, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu sournois, c'est qu'en fait l'exploitant il va avoir tendance à nourrir entre guillemets sa méta comme d'habitude, et en suivant ces paramètres de qualité gaz, donc sont le CH4 et le CO2 avant tout, on va avoir des concentrations inchangées. Donc jusque-là, tout va bien, j'ai toujours la même concentration en méthane et en dioxyde de carbone. Par contre, sans trop le comprendre, il va avoir une baisse de la production en biogaz. Donc la production en biogaz, c'est suivre le volume journalier produit ou le débit à l'instant T. Et sans trop comprendre pourquoi, en suivant ces paramètres, il va voir qu'il a une baisse de la production alors que pourtant, j'alimente comme d'habitude ma méta et je ne change pas les intrants. Donc ça, comment le vérifier finalement? C'est pas pour faire notre pub, mais c'est vraiment qu'une analyse des constantes biologiques du digesteur qui peuvent permettre de la vérifier. C'est cette hausse en ion ammonium dans le digesteur. Typiquement, nous, on a une valeur seuil qu'on recommande à nos clients et qu'on s'attache à suivre. C'est une valeur empirique qui dit que dès lors qu'on a plus de 4 grammes par litre en ion ammonium dans le digesteur, il faut faire vraiment gaffe. Et donc, nous, quand on détecte cette concentration lorsque l'on fait une analyse pour un client, tout de suite, on l'appelle, on fait un rapport bien évidemment, mais on l'appelle pour lui dire qu'il faut mettre des choses en place et c'est ce qu'on va avoir. Une manière un peu plus pointue, comme tout à l'heure le notifié Maxime, c'est de faire des profils en acide gras volatile. Donc ça, c'est vraiment dès lors qu'on veut vraiment pointer le problème et ça fait appel à des analyses un peu plus poussées. Et ça, en règle générale, on ne le fait pas. Mais on a des profils avec des acides propioniques et butyriques qui sont présents en quantité. Et enfin, on a une augmentation légère du pH, mais qui n'est pas forcément tout le temps notable. C'est vraiment les ions ammonium, je me répète. Donc, quelles sont les causes? C'est assez simple. C'est qu'on a une surcharge en éléments azotés dans le digesteur. Et donc, ça a une origine. C'est le fait qu'on incorpore des intrants dont la teneur en azote est trop importante. L'azote, où on le trouve? En fait, on le trouve dans les éléments protéiques. Donc, les protéines, c'est fait d'acides aminés. Et si on va encore dans les acides aminés, il y a présence d'azote, d'ion ammonium. Et donc, c'est ça qui va tendre au fait que ça va s'accumuler dans le digesteur. Donc, quels sont les types d'intrants avec lesquels il faut faire attention? En général, c'est les méta type effluent d'élevage, où il va y avoir une forte teneur en lisier dans la ration, ou également en fumier de volaille. C'est assez connu pour avoir une forte teneur procurer une forte teneur en ion ammonium à terme dans le digesteur. Ça va être d'autant plus favorisé sur une période estivale, notamment avec le fait que la température extérieure est assez importante. Bon, là, on n'est plus en période estivale, mais on est à nouveau dans des chaleurs qui font que ça peut augmenter le phénomène. Dès lors qu'on a une température au sein du digesteur qui est trop importante, ça tend à favoriser l'alcalose. Donc, comment maintenant on agit pour stopper l'alcalose? C'est assez simple, entre guillemets. On sait qu'il y a des intrants qui favorisent l'alcalose. Je vous l'ai dit, ça va être tout ce qui est effluent d'élevage type lisier ou les fumiers de volaille. Il y a d'autres intrants un peu plus exotiques, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Et on va dire à l'exploitant, sur une certaine période, d'arrêter d'incorporer ces intrants dans la méta pour faire diminuer la concentration en ion ammonium. Ce qu'on peut également faire, ça, c'est vraiment dès lors qu'on voit qu'on a du mal à faire baisser cette concentration en ion ammonium, c'est de jouer via un facteur dilution, donc c'est en ajoutant de l'eau dans l'unité de méthanisation. En fait, par simple dilution, on va faire baisser la teneur en ion ammonium et du coup, les bactéries vont avoir une
concentration en ion ammonium dans le digestat qui favorise leur bonne santé, leur bon développement. Pour qu'elles... Coupure micro. Non, c'est bon. Donc voilà pour la problématique alcalose. Merci donc pour ces explications sur l'acidose et l'alcalose. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut agir pour optimiser son unité de méthanisation. Quelles sont les pistes que vous pouvez proposer? Sur quoi est-ce qu'on peut agir? Alors on va parler de 3 paramètres principaux où on a souvent les questions sur site. Donc le premier paramètre, ça va être la température des digestats, où souvent la question c'est quelle température je dois avoir dans mon digestat pour que ça produise le plus possible et que j'ai le moins de problèmes possible. Donc déjà, il faut savoir qu'on a 2 régimes de température différents au niveau de la méthanisation, qu'on appelle le régime mésophile et le régime thermophile. Donc régime mésophile, c'est entre 38 et 42 degrés, et régime thermophile entre 50 et 55. D'accord ? C'est 2 populations de micro-organismes différentes. D'accord ? C'est vraiment à garder ça en tête, parce que ça a certaines conséquences. Je suis désolé, le diapo est tout décalé. Maintenant, quelles sont les températures en fait, optimales pour mon digestat pour qu'il produise du coup le plus possible en limitant les problèmes. Donc pour le régime mésophile, généralement, on veut un digestat à 42 degrés. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, à 42 degrés, on va avoir une activité des micro-organismes qui va être plus accélérée qu'à 38 degrés. Donc on va dégrader un peu plus vite, on va avoir moins de problèmes de viscosité qu'on va avoir plus tard. Et du coup, on va produire un peu plus de biogaz. Mais à 40 degrés aussi, on va surtout limiter la problématique de chauffe du digesteur qui va causer notamment des problèmes d'alcalose, mais aussi qui peut aussi causer des problèmes d'acidose. Donc c'est pour ça qu'on ne monte pas au-dessus des 42 degrés. Pour le régime thermophile, généralement on dit 53 degrés, certains sont plus à 54 degrés. Donc c'est le même principe que le mésophile, c'est qu'à cette température-là, on dégrade beaucoup plus vite, donc plus de biogaz, et on ne prend pas trop de risques au niveau de la biologie. Voilà. Donc pourquoi en fait il faut se placer à ces températures-là? C'est pour augmenter en fait la vitesse de dégradation de la matière organique. Du coup, on augmente la production de biogaz. On améliore également un peu notre qualité en CH4 et surtout on limite les problématiques biologiques. Ma dernière petite frise, c'était pour vous montrer surtout les températures à ne pas être, ou en tout cas à éviter. Donc en fait, il faut vraiment éviter d'être en dessous des 38 degrés dans votre digesteur. Pourquoi ? Parce qu'en dessous des 38 degrés, vous dégradez mais très mal. Donc vous n'êtes pas du tout optimisé, vous mettez de l'intrant, mais finalement il ne va produire pas le biogaz espéré. Donc vous allez consommer plus de matière pour produire la même chose. C'est vraiment pas conseillé. Malheureusement, certains méthaniseurs n'ont pas le choix parce qu'en hiver, ils sont assez mal isolés. Et c'est pas rare de voir sur des petites méthas, de voir des cuves à 36 degrés. Donc malheureusement, c'est comme ça. C'est une période d'hiver à passer. Donc on espère que les hivers soient plus doux, mais voilà. Du coup, la température idéale, donc entre 38, on peut aller jusqu'à 44 degrés avant que ça devienne un peu critique. Vraiment, entre 42 et 44 degrés, certains commencent à avoir des problèmes, mais la plupart ne les ont pas encore. Mais au-delà des 44 degrés, en fait, la température du digesteur pour les micro-organismes mésophiles est un peu trop élevée. Et du coup, en fait, on va avoir les problématiques biologiques qu'on a vues précédemment, alcalose, acidose, plus régulièrement que d'habitude. Ensuite, dès qu'on passe la barre des 50 degrés, on est dans le régime thermophile, ça va mieux. Mais au-delà de 55 degrés, généralement, c'est le coup près. C'est très difficile de ne pas avoir de problématiques biologiques, en fait. Donc, ce qui se passe aussi, généralement, c'est qu'aujourd'hui, comme on a des étés de plus en plus chauds, les cuves chauffent de plus en plus en été, et tout le monde n'a pas un système de refroidissement du digestat. Et certains, du coup, qui sont en régime mésophile, tendent en été à se déplacer vers le régime thermophile. Ça, c'est possible, mais il faut que ça se fasse sur une très longue période. Donc, généralement, sur un mois et demi, il faut faire la transition. Voilà. Autre paramètre, c'est la viscosité. Oui, la viscosité, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est un paramètre clé sur lequel on se penche vraiment, d'autant plus depuis que le coût de l'énergie a explosé.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que, je l'ai dit tout à l'heure, en général, la plupart des méta installés en France sont en voie liquide infiniment mélangée. Donc, il faut s'imaginer une cuve avec des brasseurs à l'intérieur. Au plus vous allez être épais, plus les brasseurs vont avoir du mal à mélanger le tout, au plus ils vont avoir de contraintes. Donc après, si on va être un peu plus technique, en fait, ça fait monter au niveau du courant l'ampérage. Donc, de manière assez simple, on peut se dire qu'on consomme beaucoup plus d'énergie. Ça a un réel impact sur le modèle économique initialement imaginé par les méta. Nous, on a pas mal de clients qui, avec le boom du prix de l'énergie, ont vu leur business plan totalement modifié, avec des coûts de l'énergie qui ont fait x3, x4. Donc ça a une incidence énorme sur la santé de la boîte. Donc un des moyens d'essayer de gratter, si je puis dire, un peu d'argent, du moins d'en dépenser moins, c'est de faire attention à ce paramètre viscosité et vraiment vérifier, de faire en sorte qu'on ne soit pas trop épais dans le digesteur. Ça, c'est pour l'aspect énergie. Après, sur l'aspect biologie, il faut savoir qu'au plus on est épais, je vous l'ai dit, il y a des mélangeurs qui sont dans l'unité de méta, dans la cuve. Au plus on est épais, au moins on va avoir tendance à homogénéiser correctement tout le fluide. Donc il va y avoir ce qu'on peut dire différentes phases au sein du réacteur. Et du coup, ça va moins bien favoriser les réactions biologiques et on va moins produire de méthane, ce qui nous intéresse. Donc, quelles sont les causes d'une hausse de la viscosité ? Bon, la typologie de l'unité de méta, mais nous, on a des clients à dominante effluent d'élevage. Ils peuvent avoir une augmentation de la viscosité dès lors qu'ils mettent beaucoup trop de paille ou de fumier dans l'unité de méthanisation. Ensuite, on va avoir des clients qui vont avoir des méta qui tournent sur des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, on a même des clients qui travaillent à 100% en silage, donc matière végétale. Et on sait très bien que dès lors qu'on travaille avec des ensilages, des cifs divers qu'on appelle des mélanges secs triticales, ça va induire de manière forte une hausse de la viscosité dans le digesteur. Donc voilà, il faut faire attention. Et donc s'il y a une agitation insuffisante, on va vraiment tendre vers des problématiques à la fois énergétiques parce qu'on va dépenser trop d'argent, mais également biologiques. Donc, quelles sont les solutions à mettre en œuvre dès lors qu'on se rend compte qu'on a une augmentation de la viscosité dans le digesteur ? Il faut essayer d'augmenter l'agitation, mais le problème c'est que si on augmente l'agitation, on va réussir à mieux homogénéiser, mais il va y avoir un problème sur la facture et le coût énergétique. Un des moyens radicaux qui permettent de solutionner assez vite le problème, c'est d'augmenter la dilution dans le digesteur pour baisser la viscosité. Donc soit on ajoute de l'eau, qui est le fluide qui a la viscosité la plus faible, soit on peut travailler ce qu'on appelle la recirculation du digestat. Un moyen, ça va être également, comme toujours, d'ajuster la recette. On sait qu'il y a des intrants qui favorisent l'augmentation de la viscosité dans le digesteur. Donc de manière spot, on peut essayer de diminuer dans la ration ces intrants-là. Ensuite, quels sont les paramètres à surveiller pour empêcher une problématique liée à la viscosité dans le digestat ? Nous, ce qu'on préconise vraiment à chaque exploitant, ça va être de visualiser et d'aller faire une ronde de sa méta tous les jours. Sur l'unité de méthanisation, vous avez ce qu'on appelle des hublots qui permettent en fait de voir quelle va être la tête du digestat au sein de la cuve. Et normalement, l'exploitant il a l'habitude de voir quelle est la bonne tête de son digestat. Et donc, par visualisation quotidienne, il va peut-être observer des dérives et une augmentation de la viscosité, donc le fait que le digestat va trop s'épaissir. On peut également l'observer en surveillant l'ampérage au niveau des agitateurs et des pompes, comme je vous l'ai dit. Au plus on va être épais, plus on va consommer d'énergie. Donc en fait, on va pouvoir voir sur la supervision du site une augmentation de l'ampérage des différents corps. Et enfin, un moyen qui peut permettre de voir si on a une augmentation de la viscosité, c'est de faire des analyses biologiques du digesteur. On sait que dès lors que, tout à l'heure je l'ai dit, on préconisait une analyse de la matière sèche du digesteur, en général, c'est assez lié à la viscosité. Donc si on a une hausse de la teneur en matière sèche dans le digestat, en général, on a une hausse de la viscosité. Et donc on dit aux clients, faites attention, on est à plus de 10% de matière sèche. Donc il faut augmenter typiquement la dilution pour baisser la viscosité. Dernier élément pour optimiser, ça va être la mousse. Alors oui, donc la mousse,
gros stress au niveau des méthaniseurs. Donc en fait, typiquement, c'est comme vous buvez une bière. Donc sur la bière, vous avez la petite mousse. Ouais, c'est exactement la même chose dans le digesteur, en fait. Vous allez avoir cette mousse qui va être en surface du digestat. Cette mousse-là va avoir plusieurs conséquences. La plus grosse, c'est la chute de la production du biogaz. Parce que du coup, en fait, le gaz va rester bloqué dans la mousse. Et c'est ce qui va faire monter le niveau de la mousse. Et si le niveau de la mousse monte trop haut, ça peut aller ensuite dans les canalisations de gaz. Ça va vous faire un arrêt de la méthanisation. Et là, c'est patatras. Qu'est-ce qui cause en fait ces phénomènes de moussage dans les digesteurs? Globalement, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Ça va être des dysfonctionnements biologiques en acidose-alcalose. Ça va être la concentration en protéines. Donc typiquement, en fait, quand vous montez des œufs en neige, c'est les protéines qu'on bat qui font en fait les œufs en neige. C'est de la mousse. On va aussi avoir ce qu'on appelle des intrants à forte capacité moussante. Alors sur ce sujet, vous avez eu un très bon webinaire il y a 15 jours, 3 semaines, fait par l'ATE qui est disponible sur Internet, où il vous explique quel intrant va provoquer plus de mousse qu'un autre. Donc typiquement, ça va être tout ce qui va être seigle, pulpe de betterave, lisier. Voilà, ces intrants qui sont connus pour provoquer des phénomènes de moussage. Et enfin, on va avoir aussi la température du digesteur qui va provoquer les phénomènes de moussage, parce que plus on va monter en température, et plus en fait on va favoriser la mousse. Maintenant qu'on a de la mousse dans le digesteur, il faut à tout prix l'enlever, ou au moins la gérer au mieux, pour pas qu'on ait d'arrêt d'exploitation, voire pire. Des fois, on voit sur la photo, ça a débordé à l'extérieur de la cuve, donc là, il faut tout enlever. Donc pour limiter ça, il faut d'abord travailler en fait la recette. Donc principalement tous les intrants très protéinés, donc fumier de volaille, lisier, etc. Généralement on les enlève. On va aussi pour casser en fait la mousse, on va utiliser les agitateurs. Donc si vous avez des agitateurs à position variable en hauteur, le but c'est de les monter pour en fait aller casser la mousse avec l'agitateur. C'est assez efficace. Si vous n'avez pas ça, un moyen très efficace, c'est de mettre de l'huile dans le digesteur. Donc le mieux, c'est de mettre l'huile sur la surface du digesteur pour que l'huile tombe sur la mousse. Et en fait, le pouvoir tensioactif de l'huile va en fait casser les bulles contenues dans la mousse et baisser la mousse. Et puis voilà. Puis après, vous avez les produits industriels anti-mousse. Moi, je les déconseille un peu parce que généralement, ils coûtent assez cher et ils sont aussi efficaces que de l'huile végétale qu'on trouve au supermarché. Voilà. On va terminer donc avec une dernière question. C'est la question donc, des additifs. Est-ce qu'on doit mettre des additifs dans son méthaniseur et si oui, lesquels? Alors oui, ça c'est une grosse question. Les exploitants sont énormément démarchés pour différents produits qui peuvent améliorer leur production dans leur méthaniseur. Donc avant de vous dire si c'est nécessaire ou pas, il faut d'abord que je vous présente un peu le rôle de chacun de ces produits. Donc généralement, on va vous proposer des oligo-éléments, donc on en propose aussi pour les bovins. Donc les oligo-éléments, c'est quoi? C'est en fait, on va apporter en supplément de ce qu'il y a déjà dans le digesteur, des éléments métalliques qui sont en fait essentiels à l'activité enzymatique des micro-organismes. Donc en fait, on est obligé d'avoir ces éléments-là dans une certaine concentration pour pouvoir faire les différentes étapes du procédé biologique. Et comme conséquence annexe pour de l'activité enzymatique, ça va être également aussi l'augmentation de la qualité en CH4 dans le biogaz. Pour ce qui est du fer, c'est pareil que les oligo-éléments. Le fer est essentiel, comme pour nous, pour en fait, le bon fonctionnement du procédé biologique. Donc on a besoin d'une concentration minimum pour que les micro-organismes en fait, fonctionnent. Et ça va avoir aussi pour deuxième effet, qui est très utilisé aujourd'hui en méta, qui va être désulfuriser le digestat. Donc, dans les diapos précédentes, on parlait d'H2S. L'H2S est toxique pour l'humain, mais aussi pour les voies de valorisation du CH4. Et du coup, en plus du charbon actif, on va avoir de l'oxygène qu'on va mettre dans les méthaniseurs, mais on peut aussi mettre du fer. Le fer, en fait, va se lier aux atomes de soufre
dans le digesta et du coup éviter qu'on ait de l'H2S dans le gaz. Et ensuite, dernier produit qu'on retrouve souvent dans les méta, ça va être les enzymes. Donc les enzymes, en fait, elles vont être là pour accélérer la dégradation de la matière organique dans les digesteurs. Ça va avoir pour conséquence notamment de diminuer fortement la viscosité du digestat. Et en effet, un peu en deuxième effet bonus, généralement, on va observer une petite augmentation de la production de biogaz. Et du coup, maintenant, est-ce que c'est obligatoire de mettre des additifs dans mon méthaniseur? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je dois acheter tel produit ou pas un autre? En gros, c'est un peu une réponse politique, je suis désolé, mais ça dépend de chaque méthaniseur. Grosso modo, pour les méthaniseurs qui sont avec une recette 100% végétale, on va généralement avoir des carences en éléments métalliques. Donc on va généralement mettre des oligo-éléments et un peu de fer pour compenser en fait la faible teneur qui est présente dans les matières végétales. Pour toutes les méthanisations qui ont des gros problèmes de gestion de l'H2S, il est très souvent recommandé de mettre beaucoup de fer dans le digestat. Donc on retrouve différentes formes de fer en fonction du soufre qu'on a à gérer et aussi de la capacité à incorporer la matière. Donc on va avoir l'hydroxyde, les oxydes, le chlorure de fer et les boues ferriques. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment de la typologie de la méta. On va avoir, que j'oublie pas, oui, pour tous les méthaniseurs qui ont des difficultés de gestion de la viscosité. Donc si tout ce qu'on a raconté avant, donc diluer le digestat, agiter peut-être de manière un peu différente, meilleure, et changer la recette, ça ne suffit pas. On peut mettre des enzymes pour gérer cette viscosité. Et éventuellement, on va avoir du coup une petite augmentation de la production de biogaz. Et enfin, on peut essayer de mettre ces trois produits. Certains méthaniseurs en fait, sont désireux de vraiment optimiser leur procédé au maximum, avoir le meilleur rendement de matière alimentée et production de biogaz. Et du coup, même s'ils n'ont pas de difficultés particulières dans leur procédé, parfois, en faisant la balance coût-bénéfice, il peut être intéressant de mettre certains de ces produits-là dans le méthaniseur. Donc, vraiment, le message important, c'est chaque méthaniseur un peu son mix de produits ou pas. Et surtout, il ne faut pas s'attendre, si vous avez un vendeur qui vous dit mettez des oligos, vous allez gagner 2% de CH4 sur votre gaz, et que finalement vous n'avez pas ça, c'est normal. Il n'y a aucun de ces produits qui ont des résultats garantis. D'accord ? C'est vraiment, on est sur des procédés biologiques. En fait, le résultat va surtout dépendre de la posologie et de la situation initiale en fait dans le digestat. Donc, si les exploitants peuvent être déçus en fait du produit, c'est des produits qui coûtent assez cher généralement, et donc voilà, pour ça il faut faire bien cette balance coût-bénéfice et juger si l'investissement vaut la peine, quoi. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour toutes ces explications. Vous avez répondu, je crois, à beaucoup de questions autour du suivi biologique et de l'aide à l'exploitation. Si parmi les personnes qui sont devant nous, vous avez une question supplémentaire, une interrogation, n'hésitez pas à lever la main, je viendrai vous apporter un micro pour pouvoir questionner nos intervenants qui sont là et qui s'y connaissent très bien sur le sujet, donc profitez-en. Oui, moi j'aurais voulu savoir si le suivi des méthaniseurs est le même pour celles qui valorisent le CO2 biogénique. Alors oui. Donc en fait, les méthaniseurs qui valorisent le CO2 biogénique, c'est vraiment, leur idée, c'est de valoriser le CO2 qu'ils ne valorisaient pas avant. Donc en fait, l'idée toujours principale de cette unité-là, ça va être de produire le plus de CH4 possible. Parce que du coup, c'est le CH4 qui revendent, qui est plus intéressant pour eux en fait. Donc en fait, ça ne change absolument rien que la méta valorise du CO2 biogénique ou non. Le but reste toujours de produire le plus de volume de gaz et le plus de CH4 possible. Et le CO2
Et en fait, la valorisation du CO2 vient en bonus du CH4. Merci. Est-ce que vous avez des conseils au niveau de la bonne utilisation du digestat, parce que c'est un sous-produit, analyse des valeurs fertilisantes, et puis surtout parce qu'on est dans la transformation, usine microbienne du méthaniseur. Le sol, c'est une usine microbienne aussi. Et le digestat est un produit pas facile à digérer par le sol. Donc, comment faire? Quels conseils? Alors, comme l'avait dit Benoît un peu en introduction de la présentation, il y a déjà des analyses réglementaires à réaliser sur notre digestat, donc les analyses microbiologiques pour vérifier si on n'a pas de pathogènes, et notamment aussi des analyses sur les métaux lourds et les hydrocarbures pour vérifier qu'on ne pollue pas notre sol. Donc ça, déjà, c'est obligatoire, ça doit être fait pour chaque période dépendante. Non, c'est une fois par an, pardon, c'est une fois par an. Ensuite, nous, ce qu'on recommande fortement, c'est pour chaque période d'épandage, faire une analyse qu'on appelle NPK du digestat. Donc NPK, c'est azote, phosphate, potasse. Donc en fait, c'est les valeurs fertilisantes du digestat. Et en fonction des résultats qu'on a, on va mettre plus ou moins de digestat sur le sol. Il faut savoir que épandre du digestat sur une parcelle, des fois, ce n'est pas suffisant. On peut des fois faire des appoints en phosphate, des appoints en potasse, parce que le digestat est mine de rien, je ne dirais pas pauvre, mais il n'est pas non plus très riche en potasse et phosphate. Il est surtout riche en azote et aussi le soufre, hein, pour les colzas que j'oublie. Donc, c'est pas rare de faire des appoints en complément du digestat. Maintenant, pour ce qui est de la dégradabilité du digestat sur le sol, ça va dépendre en fait de la matrice de digestat et de la technique d'épandage. Donc s'il y a des méthaniseurs qui vont épandre leur digestat de manière brute, donc en fait on va prendre le digestat qui est sorti de méthanisation sans traitement, sans rien, qu'on va épandre sur les parcelles. Donc généralement c'est un digestat qui est aux alentours des 7% de matière sèche, donc on doit être à peu près à 5% de matière organique. S'il est pendu près du sol, normalement ça se dégrade quand même assez facilement. Et ça peut être répandu sur les périodes d'épandage classiques, sorties d'hiver, début d'été, etc. Pour le digestat qu'on appelle digestat solide, donc en fait là c'est le digestat brut où on a subi un traitement mécanique de compression. Donc en fait on va diviser le digestat brut en digestat solide et liquide. Le digestat solide, donc il a comme caractéristique d'être en moyenne entre 25-30% de matière sèche. Donc là, c'est plus un épandage type fumier, je dirais. Ça a une valeur en fait amendante dans le sol pour structurer le sol. Donc ça, c'est vraiment sur des partiels particulières, type par exemple jachère, etc. Et pour un épandage préférentiel en automne. Et pour les digestats liquides, là en fait c'est un digestat qui va être à 4-5% de matière sèche, mais qui va être extrêmement riche en ion ammonium, en azote. Et donc en fait là on l'utilise comme digestat fertilisant. Donc c'est pour apporter un boost d'azote au niveau des sols. Et donc ça généralement on préfère l'amener notamment en sortie d'hiver sur les cultures intermédiaires à valeur énergétique, etc. Pour mettre un coup de boost d'azote à la céréale pour qu'elle pousse. Voilà. Oui, j'ai une question sur un peu le même sujet. Donc, je travaille pour un industriel, on utilise beaucoup la soude et l'acide chlorhydrique comme auxiliaire technologique. Alors, est-ce que le sodium et le chlore peuvent perturber la méthanisation? Alors oui. Vous pouvez peut-être le voir rien que niveau dans votre cuisine. On conserve généralement les aliments dans le sel. Donc le sel, c'est du sodium et du chlorure. Donc en fait, le sodium et le chlorure vont avoir pour effet de tuer les micro-organismes. Donc en fait, on a des valeurs seuil où on sait que, je crois que c'est pas trop en tête, mais je crois que le sodium c'est 3,5 grammes litre.
On sait que sur un 3,5 g/litre de sodium dans le digesta, au-delà, on va avoir des petites perturbations biologiques où en fait, les micro-organismes seront moins efficients. Et du coup, si cette dose augmente encore plus, on risque de complètement planter le digesteur en fait, et tuer toute la vie du digesteur. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Vous disiez qu'il y avait des analyses du digesta avant de l'épandage. Donc, si jamais les analyses sont mauvaises et qu'il y a de la salmonelle ou autre, qu'est-ce qu'on en fait de ce digesta? Alors, il faut, du coup, on n'a pas le droit d'épandre ce digesta. Donc, généralement, ça peut être, en fait, des fois, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. En fait, au niveau des prélèvements, des fois, on peut avoir des zones qu'on dit mortes. Et là, on va avoir un développement bactérien pathogène. Donc, si c'est que ça, il suffit de nettoyer son piquage de prélèvement, refaire une analyse et prouver que notre digesta est bien propre. Si ça vient vraiment d'une contamination du digesta en lui-même, en fait, du coup, on n'a pas le droit de sortir le digesta de la méthanisation. Il faut généralement, on laisse 2 temps de séjour complets du digesta en fait, pour qu'il se renouvelle complètement. Et on refait une analyse. Si elle n'est toujours pas bonne, on recommence l'étape. Et il faut quand même... Oui, du coup, c'est une chute énorme de revenus pour l'exploitant, mais c'est surtout un gros problème de logistique parce qu'il faut quand même qu'on sorte de la matière vu qu'on en entre. Donc, en parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les intrants de la méthanisation. Donc, généralement, ça va être tout ce qui va être fumier. Si les fumiers en entrée comportent déjà des Escherichia coli ou des salmonelles, on va éliminer ces fumées-là, on ne va plus les introduire. Mais du coup, il faut quand même qu'on attende un temps, voire 2 temps de séjour pour qu'en fait tout le digestat se renouvelle. Mais on n'est jamais certain du résultat. Merci beaucoup pour vos interventions et pour vos réponses à toutes ces questions. Je vous remercie pour votre participation ce matin et pour les personnes qui sont dans la salle. Merci à vous d'être venus assister à cette conférence. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous diriger vers les stands de GRDF et BioValo qui sont juste de ce côté-là, un petit peu plus loin, où vous aurez de quoi vous restaurer. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et à manger un petit morceau avec nous. Et puis sinon, profitez bien du sommet et bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Merci.